Voilà, écoutez, je pense que bah, peut-être à toi qui est l'invité aujourd'hui, Yacoub, on va parler à deux voix, hein, et donc je t'invite, Yacoub, à te présenter brièvement, peut-être dire un peu ce que tu fais et en particulier ce qui est lié au sujet d'aujourd'hui. D'accord, merci Olivier. Alors, tout d'abord, ça me fait vraiment énormément plaisir de vous rencontrer tous et toutes pendant cette conférence. Pourquoi je suis là? Parce que je suis médiateur transformatif depuis 2018. Je pratique en République tchèque. Je suis médiateur à temps plein, donc j'ai vraiment mon activité principale, c'est être médiateur. Et je travaille dans les centres de médiation. Je travaille dans les centres de médiation où on traite des conflits familiaux, surtout la situation de divorce. Je ne suis pas seulement médiateur, mais je suis aussi coach, parce que dans les centres, on propose les entretiens individuels avec une partie de conflit dans les situations où le client ne peut pas avoir l'accès à la médiation parce que l'autre partie rejette la médiation, mais quand même, elle veut faire un travail individuel, elle veut avancer. C'était vraiment un besoin dans le centre. C'était les clients qui s'adressaient, qui cherchaient le travail individuel ou la possibilité pour avoir l'accès à un support individuel. C'est comme ça on a réfléchi de mettre en place en fait d'un support, le coaching. Et je suis le médiateur dans plusieurs centres de médiation où j'applique justement la pratique transformative, même dans le cadre de coaching. Je suis aussi membre d'un groupe de travail auprès de l'Institut for Study of Conflict Interaction qui se trouve aux États-Unis, qui regroupe un peu les je veux dire, les praticiens transformatifs. Et je suis au sein d'un groupe de travail de coaching aussi avec Olivier. On essaie d'identifier ce que c'est le coaching, quelles sont les pratiques de coaching transformatif et un tout petit peu encadrer ça. Et en République tchèque, je suis aussi membre d'un conseil de l'Institut transformatif dans le pays où je vis. Voilà, c'est pour ça, j'interviens un petit peu parce que j'aimerais bien partager ma pratique ou mon expérience avec le coaching transformatif avec vous. Et j'aimerais aussi dire que on prépare cette année 2025, c'est peut-être une année un petit peu spectaculaire parce qu'on prépare des formations. En même temps, il y a des formations en France. Je pense qu'Olivier va en parler un tout petit peu, et également en République tchèque parce que il y avait un besoin de recruter plusieurs coachs parce que pratiquement aujourd'hui on n'est que deux médiateurs transformatifs qui pratiquent en République tchèque et on a vraiment besoin d'avoir un groupe de professionnels un peu plus large. Et il y a quand même la demande, il y a des gens qui sont intéressés parce que souvent, il y a beaucoup de clients qui s'adressent, qui veulent avoir moins support individuel ou commencer avec le support individuel ou avoir un accompagnement à côté d'une médiation parce que ils se sentent pas bien, parce qu'il y a quelque chose, le besoin de travailler les émotions, de ce qu'ils vivent et tout ça. Donc, c'est un tout petit peu, voilà, sur moi. Si vous avez des questions concernant la pratique ou n'importe quel sujet, vous pouvez quand même mettre les questions dans le chat et je vais essayer de répondre peut-être plus tard ou dans le chat si jamais j'arrive à réagir. Voilà. Ok, super, merci Yacoub. Euh, J'en ai profité pour éteindre tous vos micros, hein, pour éviter le switch d'écran. Euh, voilà, pour ma part, bah, je m'appelle Olivier Chamberloir. Je suis également médiateur transformatif et je travaille essentiellement dans les organisations et pour les familles. Alors pour les familles, surtout les fratries ou sur des sujets de conversations difficiles entre parents et enfants adultes, autour des histoires de succession, d'anticipation de succession, de prise en charge de maladie ou de dépendance d'un parent, ce genre de choses.
Et j'ai pas mal développé l'accompagnement individuel, aussi dans les cas où la médiation ne peut pas se faire. Beaucoup dans les organisations, hein, ça arrive, des gens qui demandent une médiation, et puis on n'en arrive pas au stade de la plénière, et du coup, on peut mettre en place un accompagnement individuel. Euh, voilà, et aussi parfois dans des accompagnements un peu hybrides. Euh, Par exemple, un père et un fils qui sont dans un processus où le père vend son entreprise à son fils et où ils font appel au tiers que je suis pour les aider à prendre soin de leur relation pendant tout le long du processus. Et dans un cadre comme ça, je pense à une mission récente que j'ai faite. Ça donne lieu, d'une part, à des rencontres de dialogue régulières entre les deux, et d'autre part, autant que de besoin, à la demande de chacun, des moments individuels. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier qu'il faut bien cadrer, hein, c'est pas du conflit, hein, c'est vraiment de l'assistance au dialogue dans un contexte particulier où parfois la relation et l'échange peut être difficile. Et en tout cas, une partie de la prestation ou de la mission peut donner lieu à d'assez nombreuses séances individuelles avec chacune des personnes. Voilà, très rapidement pour donner un petit aperçu de la pratique de l'accompagnement individuel que je peux avoir. Euh, Peut-être pour enchaîner, Yacoub, si tu veux bien faire juste une petite mise en contexte de l'émergence de cette pratique dans le cadre de l'approche transformative, et puis ensuite on rentrera plus dans comment ça se passe en fait, hein, et qu'est-ce qu'on met dedans. D'accord, donc en parlant de la pratique transformative, il faut se dire on est un petit peu dans les années 80 où il y avait des premières idées et pensaient à la question comment on peut faire la médiation autrement parce que il y avait l'impression que on soutient pas assez le dialogue, on est plus dans la gestion en fait des gens vers la solution et on voulait se centrer plutôt vers la dynamique du conflit et vers l'interaction. Donc c'était les premières idées, les premières pensées, comment faire autrement, comment justement accentuer le travail avec l'interaction, comment soutenir l'autodétermination des parties et le dialogue et l'interaction constructive. 1994, c'est l'année que vous peut-être connaissez parce que c'était l'ouvrage Promise of Mediation, la Bible de notre approche qui a été publié. Ce livre il est intéressant parce qu'il y a beaucoup de mentions théoriques sur justement le développement, on va dire personnel, moral, utilisant les mots de Baruch Bush d'une personne dans le conflit. Donc, il y a quand même beaucoup de théories, les fondements théoriques sur lesquels on s'appuie. Après 1999, c'est la fondation de l'Institut américain et 10 ans plus tard, 2024, donc plus tard, je veux dire par rapport à la première parution de Promise of Mediation, il y avait la deuxième édition où on a qui est plus pratique. Donc, le livret a été nouveau publié, mais il est un petit peu différent. Il est plus pratique, il y a plus d'expérience pratique sur la médiation transformative. Donc, ce sont un peu des livres de référence sur la théorie et la pratique de médiation. Et après, en parlant de coaching, on a encore un décalage, donc à peu près 10 ans on est dans les années 2010, 11, où il y avait la conférence à San Diego de Dorothy de la Noche qui a présenté le conflict coaching, supporting change in conflict interaction for one-on-one conversation. So, elle s'intéressait comment on peut appliquer le coaching
pour soutenir justement la transformation d'un conflit, de l'interaction. Elle a apporté des quatre sphères qu'on utilise, dont on va parler un peu plus tard. Donc, c'était un petit peu l'invention ou l'apport de Dorothy Delanoce et de Kay Gillian, qui étaient voilà, les précurseurs à l'époque. Après 2013, il y a des œuvres de Baruch Bush, Mediation Skills and Client-Centered Lawyering. Donc, c'est un petit peu l'article où il aborde la pratique individuelle ou le travail avec l'individuel dans le cadre de conseils de l'avocat, de travail d'avocat, mais il y a certains principes qu'on peut appliquer aussi bien en coaching. Après, il y avait aussi le training Responding Effectively to Conflict, répondre de manière effective au conflit, où c'était l'entraînement pour les individus, comment gérer mieux le conflit, comment surmonter le conflit, où on creuse un tout petit peu la théorie qui se centre plus sur l'individu et le développement de l'individu. On va en parler aussi un tout petit peu plus tard parce que il y a trois pensée, en anglais on dit insight important qui vient de ce training qui est aussi important pour le coaching ou pour la pratique. Et il y avait aussi un congrès à Ljubljana où Basha Solars, une praticienne qui développe beaucoup le coaching transformatif, a présenté dans le cadre d'un training, dans un workshop, un tout petit peu sa pratique et elle a un petit peu ouvert le sujet ou le débat sur le coaching. Euh, Si on est un peu plus tard, 2022, c'est le TCC Lab. Donc, c'est un groupe de travail au sein de l'Institut qui est créé où différents praticiens du monde entier se regroupent et discutent de la pratique, et essaient de trouver, identifier ce qui est en commun, comment caractériser le coaching transformatif. Et on peut dire que cette œuvre de ce groupe est couronnée en 2023, où se déroule le colloque à Brno, en République tchèque, les tendances actuelles dans la pratique transformative, où on organise un workshop pour les gens qui sont intéressés. Et maintenant, actuellement, on est en train de rédiger une monographie. Donc, il y aura un article dans une monographie où il y aura un petit peu les bases, les fondements théoriques sur le coaching transformatif. Et 2025, ça veut dire c'est l'année où on commence à proposer les formations, les formations au grand public. Voilà, en République tchèque, en France, et peut-être dans d'autres pays. Euh, voilà, donc c'était un petit peu brièvement, Bien, merci. le contexte pour que ce soit clair comment ça se développe et qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière et beaucoup de gens qui ont participé à développer. Super, merci, merci Yacoub. J'en profite puisque tu nommes le groupe, le TCC Lab, le lab du coaching de conflit, pour dire qu'il y a Hélène Rouleau Mhm. qui en fait partie, notre collègue québécoise qui doit être parmi nous ce soir également. Euh, voilà, ben, sans plus tarder, parce que je vois que le temps file très très vite. Merci pour cette remise en contexte, Yacoub. Je vais partager un document qu'on va commencer à vous commenter. Euh, voilà. Et peut-être, alors, certaines personnes m'ont demandé, parce que Yacoub, sur ta vignette, tu t'appelles Kuba, donc, et j'ai pas mis le Ah, nom sur la présentation. Donc, le nom de Yacoub, c'est Yacoub Rubes, Rubes, ou Rubes, je sais pas comment on dit en tchèque, mais bon. Euh, voilà, commencer par le commencement, en disant que finalement, en réfléchissant à ces histoires de quelles sont les spécificités de la pratique transformative en accompagnement individuel, on a éprouvé le besoin de revenir à des fondamentaux et à repréciser ce qui peut paraître évident, mais qui mérite toujours d'être rappelé, que quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, je pense que ça est valable pour d'autres pratiques aussi, mais c'est de prendre soin de la cohérence entre ce à quoi on croit, les principes fondamentaux auxquels on veut se tenir, d'une part, et dont résultent les intentions
qu'on peut avoir vis-à-vis des gens qu'on accompagne, la promesse qu'on leur fait et aussi la promesse qu'on se fait à soi-même sur la manière dont on veut les accompagner et ce qu'on cherche à faire en les accompagnant, et cohérence aussi avec la posture qu'on adopte et les pratiques qu'on développe lors de cet accompagnement. Hein. Donc, les Américains, ils disent Purpose drives practice, c'est-à-dire que voilà, c'est extrêmement important de toujours vérifier, et peut-être on parlera un peu de pratique réflexive, de vérifier que ce qu'on fait dans notre accompagnement est bien en ligne avec les intentions qu'on s'est données, qu'on s'est définies et qu'on a présentées le plus clairement possible aux personnes qu'on accompagne, et que tout ça est en ligne aussi avec ce à quoi on croit. Et quand je dis ce à quoi on croit, c'est la philosophie qu'on a, l'approche qu'on peut avoir du conflit, de la façon dont il se trame, de la façon dont il se transforme, et ce à quoi on croit aussi, s'agissant de l'être humain et de sa capacité à faire face à ce conflit. Je passe par un bref rappel pour ceux qui connaissent la transformative, qui sont, je pense, nombreux ici, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être ce sera un premier aperçu, pour dire que justement ces croyances et ces principes sont tout entiers contenus dans le schéma qui est là sous vos yeux, où finalement on voit sur la partie gauche cette fameuse spirale infernale de la déstabilisation et de la fermeture, euh, aux prises desquelles se trouve la personne qui est dans une interaction conflictuelle. Hein. Donc très brièvement, déstabilisé, c'est confus, c'est perturbé par des émotions négatives, c'est pas en pleine possession de ses moyens cognitifs, c'est un peu à côté de ses baskets, si j'ose dire. Euh, et fermé, bah, c'est replié sur soi-même, ou en tout cas pas en contact avec ses capacités de connexion à l'autre. Et ça peut se manifester soit par euh, de l'évitement, soit par de la paralysie, soit par de l'hostilité, de l'agressivité. Et au cœur de la pratique transformative ou de l'approche transformative, il y a cette idée que les individus sont capables et ont besoin de sortir de cet état-là pour retrouver ce qu'on appelle leur force intérieure et leur ouverture à l'autre, leur réceptivité, leur flexibilité, leur capacité de connexion avec l'autre. Et que cette transformation, c'est pour ça qu'on parle d'approche transformative, ils sont les seuls à pouvoir l'opérer et ils l'opèrent à travers ou grâce à ce qu'on appelle des mouvements d'empowerment et de reconnaissance. Et la clé de cette transformation est évidemment l'empowerment, en fait, c'est-à-dire la reprise par l'individu d'un minimum de contrôle sur lui-même, ce qui conditionne tout le reste. C'est-à-dire que c'est en reprenant du contrôle sur moi-même et en retrouvant mon équilibre et ma force intérieure que je retrouve ma capacité à me connecter à l'autre et que je peux commencer à opérer des mouvements de reconnaissance. C'est ce que figure la petite flèche en diagonale qui est au centre de l'écran. Et bien sûr, avec l'idée que rien n'est jamais acquis en termes de transformation de l'interaction et que les gens peuvent se balader entre la gauche et la droite de ce schéma-là, et que c'est pas parce qu'on opère des mouvements d'empowerment et de reconnaissance qu'on peut pas retomber ça ou là dans la déstabilisation et la fermeture. Tout ça pour dire que l'enjeu, quand on accompagne les gens en médiation, c'est de les soutenir dans les efforts qu'ils font consciemment ou inconsciemment pour transformer cette interaction et retrouver justement cette force intérieure et cette ouverture à l'autre. Et ça va être le même enjeu quand on accompagne un individu, c'est-à-dire l'aider, le soutenir dans ses efforts pour retrouver son équilibre, pour prendre du recul, pour reprendre de la hauteur, pour retrouver du calme et pour être capable à nouveau de prendre des décisions de nature à le remettre sur les rails d'une interaction plus constructive. Je te passe la main, Yacoub, pour la suite. Ouais. Du coup, là, maintenant, Olivier, il va présenter ce que la personne peut faire pour transformer le conflit. Ce sont les fameux trois insights, donc trois pensées, trois points clés qui arrivent chez le client. Donc, la première chose pour sortir, en fait, pour sortir de la déstabilisation, c'est de prendre la conscience des effets de cette interaction. Donc, ça veut dire
d'être conscient de la déstabilisation et de fermeture que voilà, je vis dans la situation conflictuelle. Donc, l'identifier ses effets chez soi ou chez l'autre, mais surtout chez soi. Deuxième chose, c'est choisir et répondre au conflit. Donc, si on est conscient de ce qui se passe pour nous, comment on réagit de manière verbale, non verbale vers le client, et si le client le voit aussi ou de l'autre personne dans le conflit, on l'observe sur l'autre personne aussi. Ça nous permet de trouver un petit moment pour répondre au conflit. Et là, on peut quand même se connecter avec nos besoins, se connecter avec ce qui est important pour nous et prendre la décision qui va correspondre ou qui va être, voilà, qui va correspondre à notre singularité, qui va répondre à notre singularité, mais qui va aussi être prise dans un contexte un peu élargi. Donc, ça veut dire à l'égard de l'autre personne. On peut comprendre aussi d'autres perspectives par rapport, par exemple, par rapport à la nôtre. Et la troisième moment, c'est en fait trouver la balance entre, dans notre réponse entre ce qui est important pour nous et aussi à le regard de l'autre. Donc, trouver l'équilibre entre ça, ces deux choses, c'est quelque chose qui peut être considéré comme réussite dans l'approche transformative ou dans la compréhension d'un conflit, d'une interaction dans l'approche transformative. Ça, c'est trois points clés, moments clés qui arrivent. Donc, c'est quelque chose qu'on peut regarder ça de deux points de vue. Donc, d'un point de vue du client, donc c'est quelque chose qui passe chez le client au moment d'empowerment, de moment qu'il sort de la déstabilisation et il commence reprendre la force intérieure, aussi l'ouverture vers l'autrui. Mais ça peut servir aussi comme un outil de régulation pour le coach, parce que si je suis dans l'interaction compliquée même avec mon client, parce que par exemple il est dans les émotions qui sont très fortes, très intenses, l'impuissance, frustration. Ça peut me déstabiliser aussi. Je peux sentir que je sais pas trop quoi faire. Je peux m'orienter, un petit peu, voilà, avoir l'incertitude si je fais bien, etc. Donc, je peux sentir la déstabilisation chez moi. Mais le fait d'être conscient que le client est déstabilisé, moi je suis déstabilisé, me permet de prendre la décision qui peut être beaucoup plus ouverte, plus consciente et je peux trouver la balance, l'équilibre entre ce que je peux faire, par exemple, en tant que coach, quel est le cadre, et, et aussi entre, je peux le balancer avec de quoi mon client a besoin. Voilà, donc c'est important du point de vue du client, aussi du point de vue de coach quand il veut travailler sur lui. Voilà. Et on passe à quatre champs d'activité. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué. C'était l'apport de Roti Della Noce qui a présenté ces quatre sphères. On va pas parler en détail de tous ces champs d'activité, mais ce que j'aimerais bien souligner que c'est pas les phases ou c'est pas les différentes phases ou étapes dans le processus. C'est quelque chose, c'est plutôt je veux dire, les portes où le client nous amène. Donc, ça veut dire que c'est pas le coach qui décide si on va explorer, si on va prendre la conscience ou si on va se projeter dans l'action, mais c'est le client qui apporte, en fait, qui apporte cette activité. Donc, ça veut dire si le client il commence à parler de la situation, ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé, on est dans l'exploration de la situation. Donc, on le soutient dans ce champ euh, où le client se trouve. Un peu plus tard, le client, il comprend pas trop ce qu'il peut attendre ou voilà, ce qu'il peut attendre de coach ou non. Il veut un conseil, mais en tant que coach, je ne peux pas donner des conseils. Du coup, on est dans la sphère construction de la relation de coaching où on s'explique, on est un petit peu dans le discours d'ouverture que vous connaissez déjà dans la médiation.
Voilà. Et le client, il peut se retrouver aussi dans la prise de conscience, s'il se rend compte quelque chose, si, par exemple, il apporte de nouveaux éléments, si c'est clair sur quoi il veut travailler. Au départ, c'était pas clair. Ou il commence à porter des idées, voilà, de nouvelles idées qu'il n'a pas mentionnées. Et la projection dans l'action, c'est quand le client, il commence à dire ce qu'il peut faire, ce qui lui donne le sens, et il prend la décision, ce qu'il va faire plus tard. Donc, ce sont les sphères voilà, qui sont propres au coaching. On n'a pas les mêmes sphères dans la médiation, mais ce qui est important, que le coach suit le client. C'est pas le client, c'est pas le coach qui ouvre ça, ces sphères, mais c'est le client qui amène justement le coach dans les sphères. Peut-être ce qui différencie un petit peu le coaching et la médiation, que comme c'est l'interaction entre le coach et le client, et dans la médiation, il y a déjà l'interaction entre les clients, entre les parties. Donc là, le rôle de médiation, c'est de soutenir en fait l'interaction. Donc, ce qui va se produire se passe plutôt entre les deux parties qui vont se dire et on les soutient dans leur discours. Dans le coaching, on n'a pas l'autre partie, on a juste le client. Donc là, peut-être ce qui se passe de manière, voilà, de manière, on va dire plutôt systématique, on aborde quand même le sujet de la construction de relations de coaching parce qu'il s'agit de relations entre moi et le client, une sorte de collaboration. Donc ça, on va aborder à un moment donné, peut-être au départ ou avant de prendre le premier rendez-vous, mais aussi souvent en début de coaching. Et la projection de l'action, on va quand même vérifier vers la fin avec le client. La possibilité comment il veut clore la session, parce que la session va bientôt expirer, donc comment il veut clore, qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il veut parler de l'action, est-ce qu'il veut parler de ce qu'il va faire, est-ce qu'il va parler en quoi c'était utile pour vous, est-ce qu'il veut parler de quoi il a besoin, s'il veut revenir ou quelque chose. Donc on fait une sorte de vérification, voilà, vers la fin. C'est un petit peu différencié peut-être le coaching par rapport à la médiation parce que l'objectif n'est pas le même. L'intention n'est pas la même. Voilà. Ok, merci Kuba. Et finalement, à part peut-être en début de processus où on prend effectivement la main, mais en même temps c'est un peu pareil qu'en médiation parce qu'on pose un cadre et que donc on aborde la façon dont ça peut se passer, dont ça pourrait se passer et on peut discuter de ça. Finalement, on est dans une logique très semblable à celle qu'on a en médiation transformative, c'est-à-dire qu'on ne précède jamais le client. On l'accompagne là où il veut aller et là où on sait qu'il va aller naturellement avec le soutien qu'on est là pour lui apporter. Et alors justement, ce soutien, bah, vous allez dire, il y a pas, pour ceux qui connaissent la médiation transformative, il n'y a pas grand-chose de différent. On va l'apporter avec finalement les mêmes outils, hein, entre guillemets, que, en médiation, même si certains d'entre eux vont être utilisés ou déployés d'une manière un peu différente. On va vous proposer, mais vraiment en accéléré, un survol de tous ces outils-là. Euh, donc le premier, c'est bien sûr la pose du cadre, hein, la présentation du processus lors des premiers contacts et en début de première séance. C'est vraiment l'équivalent de ce qu'on appelle les remarques d'ouverture en médiation transformative. Et je vais y venir tout de suite, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis ensuite, vous allez trouver le silence attentif, le reflet, le résumé et la vérification, qui sont les outils classiques du médiateur transformatif. Et on va, pour certains d'entre eux, venir sur certaines spécificités dans ce contexte particulier de l'accompagnement individuel. Je passe à la présentation du processus, l'idée étant d'établir un cadre clair, hein. Euh, et ce cadre clair, il commence par dire que bah, ce coaching, ce processus, c'est un espace d'expression et de réflexion libre pour le client et qui lui appartient, hein. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit de quoi on parle, la façon de le faire, à quoi on utilise le temps, et on essaye de lui laisser, de lui redonner la main autant que possible sur ce sujet-là. Euh, et
cette pose du cadre, une autre chose qui est importante, c'est d'évoquer le rôle du coach, d'être très clair sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Donc, ce qu'on fait, c'est écouter et attentivement et soutenir. On a rajouté là le plus comment on soutient. Et comment on soutient, bah, c'est tout simplement en utilisant les autres outils que j'ai listés précédemment. Et quand on l'explique au client, on peut, entre guillemets, vulgariser ou utiliser une manière peut-être pas trop jargonneuse de résumer ce que c'est que de faire des reflets, d'offrir des résumés ou de faire des vérifications. Euh, on précise, et ça peut être bien de le dire, surtout que ça permet de désamorcer des attentes qui sont souvent explicites d'ailleurs des clients à ce niveau-là. On précise ce qu'on s'interdit, à savoir conseiller, suggérer, faire des suppositions, prendre des décisions à la place du client, etc. C'est vraiment là à l'emporte-pièce, hein, je vous le fais très rapidement. On pourrait parler assez longtemps sur ces aspects-là. Une autre chose qui est importante de mettre en perspective, c'est ce que ça peut permettre au client. Euh, et ce que ça peut lui permettre, ben, c'est en premier lieu de clarifier ce qui est important pour lui, de l'exprimer, de le développer, et ce faisant d'être écouté, et ce faisant de pouvoir prendre du recul, d'opérer des prises de conscience, peut-être de mettre ses idées en ordre, d'identifier des options, de prendre des décisions, d'identifier des actions à entreprendre. Et vous voyez bien dans la manière dont c'est formulé que c'est très responsabilisant, hein. C'est-à-dire que ce que ça peut lui permettre, c'est de faire des choses que seul lui est capable de faire et qu'on ne va pas faire à sa place. Euh, Bien sûr, on évoque cet important l'engagement de confidentialité du coach. Et enfin, on peut mettre sur la table et discuter, et ça fait partie de ce qu'évoquait Yacoub tout à l'heure au titre de la co-construction de la relation de coaching, les principes de fonctionnement entre le coach et le client, euh, sur des choses qui peuvent paraître anodines et logistiques, comme sur des choses qui peuvent être plus importantes sur la façon de se parler, ou sur tout sujet qui peut être important d'aborder pour le client pour s'assurer que le processus est confortable pour lui. Euh, et bien sûr, on en fait un sujet qui reste toujours ouvert et sur lequel on peut s'autoriser à revenir en permanence. Et si le client ne le fait pas lui-même, on peut même on le verra par des questions de vérification, notamment en fin de séance, lui tendre des perches pour que ce soit un sujet ouvert dont on peut discuter, sur lequel on peut prendre des décisions ensemble tout au long du processus. Petit clin d'œil à Bush et Folger qui écrivait cette chose-là s'agissant de la médiation et des remarques ouverture dans la médiation, où il disait tout est dedans. Et c'est qu'effectivement, c'est c'est pour ça que quelquefois, il y a un mythe, pour faire référence à un sujet qu'évoquait Hélène Rouleau il y a 2 mois dans une conférence comme ça. Il y a un mythe à propos de la transformative qui est que c'est pas cadré, que c'est pas structuré. En fait, cette manière de présenter le processus est extrêmement structurante et cadrante parce que, elle responsabilise et elle autorise et elle libère le client sur tout ce qu'il a le droit de faire et tout ce qu'il peut se sentir légitime à faire. Et puis, elle oblige le coach sur ce qu'il est supposé faire et ce qu'il s'interdit de faire, hein. Voilà, tout est dedans, y compris le propre calme, la propre force intérieure et la propre ouverture du coach qui est modélisante pour la personne avec laquelle il interagit. Euh, c'est Voilà. pour toi le silence, hein, je crois, Yacoub. Ouais, 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 ouais. Du coup, J'attire juste ton attention sur le fait qu'il faudrait qu'on s'arrête dans maximum 10 minutes. Donc, on a ok, dit. je fais brièvement. Ok, le silence attentif, ce qui est important, le silence, c'est toujours avec l'intention qui est conforme aux objectifs transformatifs. Donc, ça veut dire, on le fait pour laisser le client parler, pour qu'il puisse chercher des mots, voilà, donc on soutient le client dans l'expression de son vécu, de ses émotions, dans la réflexion, dans la prise de décision. Ça donne l'espace, aussi, pour se stabiliser, voilà, pour trouver l'équilibre qu'on a dit pour qu'ils puissent identifier et peut-être prendre la décision. Donc tout ça, silence attentif est très puissant dans le coaching transformatif. Il faut faire
il faut, voilà, c'est un outil qui est très, très utilisé à plusieurs moments et pour les objectifs dont j'ai parlé, qui sont bien résumés même dans la présentation. Ce qu'il faut dire que dans le cadre de silence attentif, il y a aussi les moments où le coach se laisse interrompre. Donc, ça veut dire qu'il donne la parole au client s'il veut parler. Et voilà. Et euh, que même si le client il a beaucoup d'éléments à dire, si le client est en train de réfléchir, d'exprimer, de chercher des mots, de verbaliser le vécu, euh, le coach devrait le soutenir parce que c'est ça ce qu'il voudrait dans le coaching, ce qu'on voudrait soutenir, que le client puisse réfléchir, puisse chercher des mots, puisse prendre des décisions, puis s'arrêter et se sentir écouté et avoir l'espace justement pour exprimer son vécu. Voilà. Donc, silence attentif, je ferai juste petit résumé comme ça, parce que je pense l'essentiel, c'est de connaître les valeurs de ça, ce que ça peut vraiment apporter au client. Voilà, donc l'espace pour l'exprimer, pour chercher des mots, pour donner des mots à son vécu, pour intégrer des choses, pour prendre le temps, pour réfléchir, pour la réflexion, pour se stabiliser. J'ajoute un micro-point, Yacoub, qui fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que bah, l'autre participant n'est pas là, l'autre protagoniste n'est pas là et qu'on est tout seul avec le client. Et ça fait qu'effectivement, le silence est plus présent et il peut être plus difficile d'y résister. La patience du coach est bien mise à l'épreuve, bien plus mise à l'épreuve que celle du médiateur, en fait, hein, parce que puisqu'on est le seul interlocuteur du client, et si on se tait, et il n'a personne d'autre pour lui répondre. Voilà, donc c'est à la fois très puissant et c'est pas forcément évident de bien l'utiliser. Mhm. Et après, on parle de réflexe, un autre outil qui a beaucoup de puissance et qui est très utilisé dans le coaching. Le réflexe, en fait, permet de s'arrêter, permet au client de s'arrêter, de réfléchir de ce qu'il vient de dire, et voilà, d'avoir le moment pour se décider, pour prendre la décision si il veut ajouter quelque chose, s'il veut modifier. En fait, ça permet de travailler avec la perspective du client. On modifie pas la perspective du client, sa vision de la réalité du monde, mais le client, il peut la corriger grâce au reflet parce qu'il donne, il a, le reflet permet en fait de se sentir écouté, d'écouter ce que je dis, ce que le client dit et de le corriger ou modifier ou confirmer. Et comme ça, le client peut avancer parce que peut-être vous connaissez des exemples, quelqu'un dit, maman dit, oui, le père, il était vraiment, il n'a jamais le temps pour notre fils. Si je fais un reflet, après, par exemple, maman a dit, ah, oui, c'est pas toujours, mais très, très souvent. Voilà, donc elle modifie un peu sa perspective des choses, la vision de la réalité, de sa réalité, de sa perspective. Et l'effet que ça peut donner, c'est l'empowerment. Donc, on est plus conscient parce qu'on modifie ou on confirme, ou la reconnaissance parce qu'on voit, on arrive un tout petit peu peut-être moduler les éléments dans la perspective ou dans la façon comment on réagit par rapport à l'autre et comment on voit la perspective de l'autre. Voilà. Ce qui est aussi important, qu'on reflète le verbal, non verbal, l'information dans le contenu, les émotions et aussi la charge émotionnelle. Souvent, quand les reflets ne fonctionnent pas, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas inclus. Donc, soit la charge émotionnelle, soit l'émotion, soit on est trop dans le contenu, on passe que seulement les informations et après le client a l'impression qu'on fait le perroquet. Oui, parce que on ignore les émotions qui peut-être n'étaient pas exprimées, voilà, explicitement, mais qui sont dans le contexte. Voilà, donc je peux dire, ou j'aimerais bien dire que le reflet, c'est un outil de base de coach transformatif. Et,
Et souvent, dans le coaching, les clients, les émotions sont très, très fortes, euh, très fortes, très intenses. Et le reflet, c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser. Parfois, et parfois, on doit vraiment aller très profondément dans ce qui se passe avec le client. Dernière chose, le reflet réagit toujours à ce qui se passe ici et maintenant. Le reflet est spontané et réagit à ce qui se passe. Si le temps a écoulé, on peut, voilà, on peut faire des reflets joufflus, on peut reprendre des éléments si c'est dans le contexte, mais le reflet réagit toujours ou surtout à ce qui se passe ici et maintenant avec le client. Et il y a une chose qui est très confortable pour celles et ceux qui ont l'habitude de la pratique du reflet en situation de médiation. En situation de coaching, c'est plus facile de glisser un reflet. Bon, c'est certes, quelquefois, on a des clients qui parlent beaucoup, mais quand ils ont besoin de reprendre un peu leur respiration et qu'on peut prendre la parole, euh, là, il y a de la place puisqu'il n'y a pas l'autre personne qui embraye. Il y a de la place pour effectivement caser des reflets bien complets, bien charnus, bien joufflus. Effectivement, ces reflets sont déclenchés par ce qui se passe dans l'ici et maintenant, mais ils peuvent aussi recycler des choses qui ont été dites plus tôt dans la conversation, dès lors qu'elles sont en cohérence avec ce qui vient d'être exprimé. Si par exemple il y a un pattern, il y a quelque chose qui revient souvent, on peut rentrer dans un reflet et faire référence à d'autres choses qui ont été dites plus tôt et qui sont du même acabit en fait et qui viennent à l'appui de ce qu'on est en train de refléter. Peut-être je juste dis Ouais. des exemples de ma pratique parce que les clients m'ont dit que on sait que vous dites les mots qu'on dit, mais ça nous permet de s'écouter, de se sentir entendu. Et il y a une dame hier qui m'a dit, vous savez, elle parle vraiment, elle a beaucoup d'éléments, elle apporte beaucoup de contenu, beaucoup d'éléments. Et elle m'a dit, vous savez, quand vous faites, j'en ai parlé avec ma collègue, j'ai dit, je vois un coach, mais il répète ce que je dis. Et sa collègue ne comprenait pas comment ça peut fonctionner, mais j'ai dit, mais elle a dit, j'ai dit à moi, je lui ai dit, je lui ai expliqué parce que en fait, comme je parle trop vite, j'ai plein d'idées que je veux dire, je m'arrête jamais. Mais quand je suis en coaching et le coach, en fait, il reflète ce que je dis. En fait, je m'arrête et je réfléchis ce que je dis, si c'est vraiment comme ça ou non. Donc, il y a même des clients qui ressentent, qui se sentent, et ça c'est très important, ils sentent la liberté d'expression, ils peuvent dire sans qu'on les oriente vers des choses, vers les perspectives où il faut aller. Donc, ils sentent la liberté d'expression, ils se sentent écoutés parce qu'on utilise les mots qu'ils disent ou les émotions ou l'énergie qu'ils mettent. Et ça leur donne la possibilité de prendre la décision ce qu'ils font avec, de quoi faire avec leur perspective. Donc, ce sont vraiment les éléments qui sont très importants et qui, justement, soutiennent l'autodétermination. Et je passe le Ouais, spectre, j'enchaîne parce le que sceptre je à suis Olivier. désolé, je suis en train de me rendre compte qu'on est complètement hors timing, hein. Ouais. On devrait normalement, pour réserver un peu de temps avant 19h pour des questions, s'arrêter, mais euh, tant pis, je suis désolé, de manière un peu directive, je prends la responsabilité, la décision de continuer. Et puis, soit on peut prolonger un peu, soit bah, les questions, on les traitera à un autre moment, un autre lieu, ou par mail, etc. Je vous donnerai les coordonnées. Euh, bon, du coup, j'enchaîne sur le résumé. Là, le résumé, bah, c'est pareil, hein, c'est une technique, une intervention qu'on utilise en médiation. On peut l'utiliser et on doit l'utiliser aussi en coaching. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un résumé ou comment on le structure, même s'il y a pas mal d'informations sur cette diapo. Ce que j'ai envie de signaler, c'est de dire qu'en médiation, on a l'habitude du résumé, entre guillemets, interpersonnel, c'est-à-dire celui qui restitue les perspectives des différents protagonistes, des deux personnes, si elles sont deux, à propos d'un même thème, hein. Les deux ressentis ou les deux points de vue différents, etc. Bien sûr, on peut le faire aussi en coaching quand la personne évoque des différences entre elle et l'autre par rapport à un sujet particulier. Donc là, c'est exactement la même chose qu'en médiation. Mais ce qui est très puissant, on peut l'utiliser aussi pour mettre en relief.
des différences intrapersonnelles. Donc tout ce qui est de l'ordre du conflit interne, du dilemme, de l'hésitation, de l'évolution dans la façon de regarder les choses, les contradictions, les changements de perspective. Et on peut aussi l'utiliser pour lister, on va dire, faire des listes d'options et d'actions envisagées par la personne qu'on accompagne. Euh, voilà. C'est donc une manière de faire, de mettre un petit coup de rétroviseur, en fait, hein, de faire une rétrospective sur tout ou partie des échanges qu'on a pu avoir avec son client, euh, en lui présentant les éléments qu'il a lui-même apportés dans la conversation, peut-être un peu en vrac, et en les lui présentant d'une manière un peu plus ordonnée, un peu catégorisée, pour lui permettre de faire le tri, de choisir, de décider sur quoi il a envie d'aller. Donc ça permet effectivement de prendre un peu de hauteur, de développer une vision plus globale, de percevoir un peu mieux justement les différences et de décider s'il veut s'y attaquer, s'il veut les explorer davantage. Voilà, et de décider de quels éléments il veut se saisir et sur lesquels il veut travailler. Alors, très rapidement, la structure classique d'un résumé, toujours, hein, pour ceux qui connaissent la médiation transformative, c'est important de lui donner un titre et de raccrocher à ce titre les différentes options, les différents choix, les différents points de vue, les différents ressentis, les différentes perspectives qui se rattachent à ce thème-là. C'est vraiment un exercice on va dire, structuré, hein. C'est un travail cognitif plus construit que ce qu'on fait de manière très spontanée en reflet. Le résumé, ça demande un peu une ingénierie, ça demande une gymnastique et ça mérite de pas mal s'entraîner à ça. Euh, bon, je passe vite sur les résumés interpersonnels parce que c'est exactement comme en médiation. Vous en avez un exemple là détaillé et deux embryons d'exemples sur la page. Pour venir plus rapidement au résumé intrapersonnel qui me semble plus intéressant à souligner dans le cadre du coaching. Vous voyez quelques exemples. Quand vous repensez la situation, vous balancez entre deux sentiments contraires. Euh, d'un côté, vous trouvez que c'est un énorme gâchis et que ça a fait beaucoup de dégâts, et d'un autre côté, vous dites qu'il fallait peut-être en passer par là pour pouvoir tourner la page et repartir d'un bon pied. Quand la personne présente des incertitudes sur son propre comportement, vous ne savez pas comment vous allez réagir lors de votre prochaine rencontre. Peut-être que vous allez être paralysé et que vous n'allez pas pouvoir parler, mais peut-être au contraire que vous allez vous mettre à crier et à l'insulter. Conflit interne. Sur l'attitude à adopter vis-à-vis de votre équipe, vous êtes tiraillé entre deux envies opposées. D'un côté, vous voudriez vous battre pour vous faire reconnaître et accepter, et d'un autre côté, vous avez envie de claquer la porte et de vous en aller. Voilà, et ainsi de suite. Même chose sur les interprétations possibles du comportement de l'autre, que je vous laisse découvrir rapidement à la lecture, je ne vous les lis pas. Quand on constate le changement d'opinion ou de ressenti à propos d'un sujet particulier, parce qu'à l'intérieur d'une même séance, une personne peut dire quelque chose à un moment et puis dire autre chose à un autre à propos d'un même sujet. Euh, voilà, et donc on peut le lui signaler. Et après, c'est elle qui décide ce qu'elle veut en faire. Et puis, bah, bien sûr, on peut se servir aussi du résumé, et ça vous donne un exemple de résumé où il y a plus que deux pattes, il peut y en avoir trois, il peut y en avoir quatre, sur les options ou les actions qui ont été envisagées. Voilà, pendant qu'on échangeait, vous avez envisagé plusieurs propositions que vous pourriez lui faire pour essayer de sortir par le haut de cette situation. La première, ce serait de prendre un temps pour discuter de tout ça autour d'un verre. La deuxième, ce serait d'aller voir le psy ensemble. Et la troisième, ce serait de vous écrire mutuellement une lettre pour préciser vos préoccupations et vos attentes. Voilà, ça donne à voir à la personne l'éventail des options ou des actions qu'elle a pu imaginer pour progresser, pour avancer sur son sujet. Euh, voilà, je suis pas sûr qu'on puisse rentrer dans le détail des vérifications. Je vous donnerai pas les exemples, mais je fais juste un tout petit topo là-dessus pour rappeler que la vérification dans l'approche transformative, c'est la manière d'utiliser la question, mais c'est une question particulière qui ne sort pas de nulle part, qui n'obéit pas à une volonté du médiateur d'être efficace
d'apporter une valeur ajoutée particulière, c'est une question qui offre au client l'opportunité de prendre une décision, toujours, hein, et qui l'invite à faire un choix, possiblement en lui donnant, en lui proposant diverses options. Mais qui sont jamais des trucs qu'on a inventés, encore une fois, qui sont des choses que la personne a pu évoquer. Et on distingue des vérifications sur le contenu, qui sont finalement une autre manière de faire, d'inviter la personne à en dire plus sur un sujet qu'elle a évoqué. Hein. Typiquement, après avoir reflété un élément de contenu que la personne a commencé à évoquer et qui nous semble important, on peut se permettre, moi je le fais très rarement, hein, personnellement, je le fais jamais parce que souvent le reflet, quand il est bien fait, ça suffit largement. On peut se permettre de l'inviter avec délicatesse et si seulement elle en a envie, à développer un peu plus sur le sujet. Et en revanche, on utilise assez massivement les questions de vérification à propos du processus, à tout bout de champ, à peu près pour tout. Donc, et toujours pour vérifier si ce qui est en train de se passer là convient à la personne et puis ce qu'elle veut en faire. Donc, quel sujet elle veut aborder, comment elle veut utiliser le temps. Ça peut porter sur la durée, la fréquence des échanges. Ça peut porter sur la façon d'avoir ces échanges, que ce soit le lieu, la manière de s'installer dans ce lieu-là, la façon de se parler. Et puis ça peut aller sur des questions de vérification autour de l'opportunité ou non de poursuivre la séance, voire le processus dans son ensemble. Hmm. Euh, voilà. Et donc, on peut décliner ça à l'envi sur plein de sujets. Donc là, sur cette page, vous avez un petit exemple de questions de vérification sur le contenu. Vous en avez deux même. Et puis, deux exemples sur le processus ou la relation de coaching. Voilà, pour vérifier si ce qu'on a présenté, de comment ça pourrait se passer ce processus convient à la personne, et si elle a besoin qu'on en parle davantage ou qu'on précise des choses pour se sentir à l'aise, pour voir avec elle comment elle se sent à l'issue d'un premier rendez-vous, par exemple, et quelles évolutions il faudrait apporter à la manière de procéder pour qu'elle se sente encore mieux, et ainsi de suite. Euh, voilà, on peut poser des questions de vérification sur, c'est ce que disait Yacoub tout à l'heure quand il évoquait le quatrième champ d'activité qui est la projection dans l'action. Typiquement, ça fait partie un peu de notre responsabilité en fin de séance. Pour un médiateur transformatif, ça peut paraître un peu directif, mais euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, depuis que je fais du coaching transformatif, je fais un peu plus ça aussi à la fin des médiations. C'est-à-dire de s'appuyer sur ce qu'ont dit les gens, là, pour le coup, ce qu'a dit la personne, de ce qu'elle pourrait faire après, de ce qu'elle pourrait mettre en œuvre, pour le lui remettre sous les yeux et lui proposer, si elle le souhaite, d'en dire un peu plus ou d'être plus précis sur ce qu'elle va faire, comment elle va le faire, quand elle va le faire, etc. Pour quitter le champ de, on va dire, des bonnes intentions un peu vagues et l'aider à aller vers des choses plus concrètes et plus précises et plus opérationnalisables, en fait. Euh, voilà, et je termine juste par ça, qui est vraiment une spécificité, je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, on est vraiment assez loin de ce qu'on connaît en médiation transformative parce que c'est la possibilité d'introduire dans le processus des activités spécifiques ou des outils que la personne pourrait utiliser à son profit pour avancer sur son sujet. Mais là, encore une fois, ce n'est pas des outils qu'on va sortir de sa boîte à outils parce que, on trouve que ça peut être vraiment intelligent comme ça. Ça vient pas de nulle part. C'est des outils auxquels on pense ou des suggestions, des formes de suggestions qu'on peut faire euh, même si j'ai dit au début qu'on suggérait pas, mais voilà, qui s'appuie sur quelque chose qui a été dit par la personne, qui nous fait penser à quelque chose qui pourrait l'aider et qu'elle peut utiliser pendant le coaching, pendant la séance, mais aussi toute seule chez elle, entre deux séances, etc. Ça peut être une lecture, ça peut être visionner une vidéo, ça peut être un exercice, ça peut être utiliser un jeu, que sais-je encore. Et là, on vient à la convergence des outils qu'utilisent les coachs qui ne sont pas spécialisés dans le domaine du conflit, qui peuvent permettre d'aider à verbaliser une émotion, par exemple, qui peuvent permettre de travailler sur ses représentations mentales, des choses comme ça. Voilà. Mais quand on fait ça, on le fait avec une très grande vigilance. Au moment où on évoque la possibilité d'utiliser un tel outil,
après l'avoir présenté sur l'opportunité de l'utiliser effectivement, voire en cours d'utilisation, pour toujours vérifier que la personne est confortable et que ça correspond bien à ce qu'elle a envie de faire, d'utiliser ces choses-là. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est typiquement de l'ordre de la pratique avancée du coaching de conflit. Euh, et j'ai envie de conclure en disant que la base, c'est vraiment l'écoute, le silence et les reflets, plus les résumés, quand il y a lieu d'en faire. Bon, bien sûr, des vérifications, mais les questions sur le contenu, de vérification sur le contenu et les questions sur le process qui amènent à éventuellement utiliser des outils périphériques sont des choses à manier quand on est vraiment, on va dire, solide sur ses bases par rapport à l'approche transformative. Et puisque je parle de solide sur ses bases, je vais juste redonner la parole à Kuba peut-être pour une conclusion autour de la pratique réflexive et l'éthique du coach transformatif. Euh, Mhm. voilà, je te laisse la main, Kuba. OK. Donc, peut-être ce qui aussi différencie le coaching transformatif ou le travail de coach transformatif par rapport à d'autres approches, c'est qu'on met beaucoup d'accent sur la pratique réflexive et surtout sur l'intention. Quelle était notre intention? Quelle est notre intention quand on intervient? Et du coup, ici, c'est un triangle que j'ai un petit peu adapté, mais qui était un peu élaboré par mon collègue, qui l'utilise dans la médiation, mais j'ai un petit peu adapté aux besoins de coaching, qui un peu démontre trois sommets là où on peut se retrouver en travaillant avec le client. Donc, c'est l'autodétermination ou le soutien de l'autonomie ou voilà, orientation vers la solution ou efficacité, ou l'orientation vers la sécurité et protection. Ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est l'autodétermination. C'est vraiment euh, le principe de base, ce qu'on essaie de faire parce que on croit que en soutenant l'autodétermination, le client arrive à reprendre la contrôle par rapport à sa vie, par rapport à sa situation, etc. Mais ça ne veut pas dire que on ne se retrouve jamais dans le sommet, voilà, qui est un peu par l'opposition, donc la solution ou la sécurité. Par exemple, si on a un client qui parle des envies suicidaires, etc., on peut se retrouver aussi dans la sécurité protection, on fait plus de vérifications voilà, pour qu'il ait des contacts de crise, etc. Si le client il travaille vers l'action, parce que par exemple il y avait l'action qui n'a pas très bien marché, du coup il va avoir un truc plus construit, plus réfléchi, on est plus dans la solution, donc on fait plus de vérification. Donc ce qui est important, c'est d'être conscient dans quel sommet je suis. Si je suis vraiment au sommet 100% sécurité, je suis un petit peu à mi-chemin, voilà, entre autodétermination sécuritaire ou entre autodétermination solution. OK. Et il faut pas être figé dans, par exemple, solution. Ouais, rester figé dans la sécurité. Parce que, oui, et je réagis toujours à un moment actuel, à ici et maintenant. Maintenant, peut-être, voilà, je suis un peu dans la protection. Mais si ça m'arrive avec chaque client, il y a mon besoin, bah, c'est la directivité. Donc, je suis pas tout à fait peut-être fidèle à mes intentions. Donc, justement, ce que je veux dire, on peut, voilà, bouger, s'approcher ou s'éloigner des sommets, mais il faut être conscient de ça. Et il faut savoir pourquoi je le fais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe que je suis là. Est-ce que c'est dans l'intention, voilà, transformative? Est-ce que c'est parce qu'il y a un moment spécifique qui justifie que je peux me permettre, voilà, de sortir un peu de l'autodétermination? Donc, c'est ça ce qui fait le travail de réflexion pour le coach. Et je veux dire que la dernière chose, c'est que la pratique réflexive, c'est l'engagement envers mon client parce que quand, au départ, quand je décris mon rôle, je dis ce que je vais faire. Donc, je vais quand même soutenir dans l'expression, dans l'autodétermination, dans la prise de décision, voilà. Donc, c'est l'engagement envers le client, mais aussi envers moi parce que, en tant que médiateur transformatif, je m'engage à faire ma pratique dans la mesure conforme à l'intention transformative.
Et comme ça, je donne la parole à Olivier qui va peut-être clore Non, notre mais ça revient, conférence. merci Yacoub, parce que ça revient à la notion de promesse qui nous est chère, c'est-à-dire c'est quoi la promesse que je fais à mon client, c'est quoi la promesse que je me fais à moi-même et dans quelle mesure je la tiens, cette promesse, dans ma pratique. Et effectivement, tout l'objet du travail réflexif, que ce soit en médiation ou en coaching, est là, c'est-à-dire de s'interroger sur quand et pourquoi je m'écarte de ma promesse et de voir comment je peux y revenir, tout en acceptant de ne pas être toujours dans le sommet de l'autodétermination, de se laisser attirer pour des bonnes raisons souvent par d'autres valeurs, mais d'être conscient de ce qui se passe et de pouvoir revenir à cette promesse. Euh, voilà, ça fait un panorama un peu à l'emporte-pièce, un peu rapide. Il y en a deux, trois qui sont partis entre-temps et qui nous ont dit au revoir, qui nous ont salués. On a passé les 19 heures là, de quelques minutes. Néanmoins, je ne sais pas en ce qui te concerne, Yacoub, mais moi j'ai un peu de temps à consacrer. Si certains d'entre vous veulent rester pour un échange, pour quelques questions. On peut effectivement discuter. Ce sera l'occasion peut-être de venir plus sur des cas concrets, des expériences. Et de toute façon, pour ceux qui doivent nous quitter, je rappelle que la session est enregistrée et donc vous pourrez revenir à cette phase de questions-réponses si vous en avez envie. Voilà, je vous laisse la parole. On n'est pas extrêmement nombreux, donc je vous propose d'y aller vraiment à l'oral plutôt que de passer par le chat. Et puis, on prend les questions comme elles viennent, s'il y en a, bien sûr. Voilà, je vois que Delphine dit au revoir. Au revoir, Delphine. En revanche, tous vos micros sont fermés, donc s'il y en a qui veulent prendre la parole, il faut que vous ouvriez vos micros. Moi, j'ai peut-être une question, s'il vous plaît. Oui, Sophie. Quand vous avez commencé l'exposé, en fait, toi, Olivier, tu avais aussi évoqué la possibilité, par exemple, de faire du coaching avec, tu avais parlé d'un père avec son fils. Mhm. Après, là, tout l'exposé, il était basé uniquement sur, enfin, ce que vous appelez un client, une seule personne qui était en face de nous. Ouais. Est-ce que, enfin, c'est adaptable aussi, c'est réalisable de la même manière avec deux personnes, comme tu le dis? Ou Alors, en fait, ça s'appelle pareil, c'est non, pareil mais ou... donc désolé pour si j'ai introduit une confusion en parlant de cet exemple-là, parce qu'effectivement, c'est un exemple un peu particulier où il y a un mélange de soutien au dialogue, donc ce qu'on pourrait mettre sous le chapeau médiation. Moi, personnellement, j'utilise de moins en moins le mot médiation. J'utilise plutôt le mot soutien au dialogue parce que ça passe dans plus de contexte que ce que les gens imaginent être le conflit, en fait. Même Mm. si, pour moi, le conflit est présent et intrinsèque au dialogue à tout moment où les gens interagissent. Euh, mais donc là, quand on parle du coaching de conflit, on parle bien de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire de la situation de face à face avec un client qui est très différente de celle où on a affaire à deux personnes qu'on soutient dans leurs efforts pour se parler entre elles. Hein. Et donc, dans cet exemple que j'ai pris, on était dans un mix, c'est-à-dire que c'est une mission au long cours dans lequel il y a des moments de soutien au dialogue et des moments d'accompagnement individuel pour chacune de ces personnes. Mais aujourd'hui, notre propos, il est vraiment focalisé sur l'accompagnement individuel. Ok, merci. Ma question sera dans le même sens. Et si en travaillant avec deux personnes, il y a une personne qui voudrait du coaching, alors est-ce que l'éthique du coaching con- transformatif permet de le faire? Je vais peut-être laisser répondre Yacoub là-dessus parce que je pense que c'est une situation qui rencontre dans son centre assez régulièrement. Vas-y, Yacoub. OK. Donc, la pratique dans notre centre où il y a plusieurs médiateurs, plusieurs coachs. En moment actuel, il y a seulement moi comme coach, mais bientôt on serait deux. On sera deux. C'est vraiment la situation comme ça que si je suis coach dans une affaire avec un client, elle a l'information que je ne serai jamais le médiateur dans la même affaire. Donc, il y a la confidentialité. Il y a pas de traces écrites. En fait, je prends des notes pendant la séance comme dans la médiation, mais à la fin de la session, j'offre la note que je prends.
c'est un exercice pour moi à apprendre à bien écrire parce que je leur offre les notes, tout ce que les éléments que je note, je les offre. Donc, il n'y a pas d'éléments dans le dossier et les rôles sont bien divisés. Donc, ça veut dire les médiateurs ne seront jamais coachs, les coachs ne seront jamais médiateurs. C'est comme ça la pratique. Et même, je ne reçois pas les deux clients. Donc, ça veut dire si, s'il y a une mère, un père, donc je reçois père, mais je ne reçois pas la mère parce que je peux avoir un trouble que je peux confondre les informations et dans le contexte, je peux travailler avec des informations qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ma protection, c'est pour que je sois à l'aise avec le travail, pour que je sois transparent, la règle comme ça, que je travaille avec une partie et je ne serai jamais médiateur. Par contre, je dis que je travaille dans le centre comme médiateur. Donc, je peux leur fournir des informations par rapport à la médiation s'ils ont besoin. Donc, c'est pour orienter dans la médiation s'il il y a un sujet qu'ils veulent un dialogue, il y en a besoin d'un dialogue. Donc, je peux leur un peu expliquer à quoi ça sert, etc. Mais les rôles sont bien divisés. Et c'est pour ça, donc si moi je peux compléter, parce que c'est effectivement du coup deux témoignages très différents. Dans cet exemple que soulignait, que reprenait Sophie, euh, et de ma propre expérience, on est dans un contexte vraiment très spécifique où les personnes ne se considèrent pas en conflit, où elles achètent une prestation de soutien au dialogue. Euh, et, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'état d'écueil. Et donc, ça a donné lieu, avant de mettre en route cette prestation, à un gros travail justement de cadrage et de clarification, de discussion autour des risques que ça pouvait représenter, le fait que je parle potentiellement avec l'un et avec l'autre, et que du coup, dans mes échanges avec l'autre, consciemment ou inconsciemment, je réimporte des informations qui ont été données par le premier, et ainsi de suite. Et donc, on a convenu que, en conscience des risques inhérents à ce mélange des genres, on y allait quand même. Et que on s'autorisait, c'est ça la question de la co-construction aussi de la relation, hein, qu'on s'autorisait à signaler le moindre inconfort du côté du coach, mais aussi du côté des participants par rapport aux effets qui pourraient être provoqués par un tel dispositif, en fait, hein. Mais c'est certainement pas la norme hein, à adopter. La norme à adopter, c'est bien ce que Yacoub vient de décrire, hein. Voilà. Donc, Peut-être que je vais juste ajouter une information. Comme dit Olivier, je le sens aussi que c'est plutôt éthique personnelle, pas éthique de l'approche ou de méthode. Mais ce qui est, je pense, important pour être conforme à des prémices transformatives ou l'intention transformative, c'est être transparent. Donc, ça veut dire, si je reçois une partie, d'être transparent avec le fait que je peux aussi avoir potentiellement un entretien individuel avec l'autre partie. Et c'est la décision de la personne si dans les conditions comme ça, elle veut profiter, bénéficier de ce rencontre. Parce que il faut que la décision qu'elle prise soit informée. Donc, si je suis transparent avec la personne, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de risque. exactement. Et cette transparence, typiquement dans mon exemple à moi, elle était vraiment mise en œuvre. C'est-à-dire que chacun savait en temps réel euh, si j'avais parlé avec l'autre, quand j'avais parlé avec l'autre, pendant combien de temps j'avais parlé avec l'autre. Euh, voilà. Mais c'est des règles du jeu Merci. qui ont été mises en place collectivement, en fait, avec ces deux personnes. Merci beaucoup. Parce Avec- qu'on peut se dire que même dans le cadre de médiation, on peut se retrouver avec la personne qui est seule. Par exemple, après la médiation, une personne qui commence à pleurer parce qu'elle elle pensait qu'il y aura la décision qui va être prise ou voilà, et il faut la soutenir. Donc, on ne peut pas leur dire, ah ben la médiation a terminé, du coup, il faut sortir de la porte. On ne peut pas vous accueillir. On donne quand même le soutien. Donc, je veux dire, il y a des moments où ça peut arriver, mais si on est transparent, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de Et risque. c'est bien que tu parles de ça, Yacoub, parce il y a ces moments d'après-médiation, il peut y avoir des moments d'avant-médiation, selon la manière dont on gère les salles d'attente ou pas, etc. Il peut y avoir la question des entretiens séparés pendant une séance de médiation, même si c'est court et qu'on n'a pas forcément le temps de développer, mais pendant ces entretiens-là, il se passe des choses. Et puis, ça peut faire écho aussi aux questions qu'on peut se poser sur
les entretiens qu'on fait avec chacune des personnes, pour certains d'entre nous, médiateurs, en amont de la médiation. Pour ma part, j'ai une pratique d'entretien individuel préliminaire qui, quand les gens peuvent se le permettre, sont longs. Et donc, si s'il dure 1 heure et demie, euh, mettons que sur cette heure et demie, il y a une demi-heure qui est utilisée pour expliquer le processus, pour à la fin recueillir l'assentiment pour aller plus loin, participer. Mais il y a 1 heure d'écoute, de reflet, de résumé. Il y a 1 heure dans laquelle je fais tout ce qu'on vient de décrire et qu'on fait quand on fait du coaching, en fait, hein. Et on va le faire avec l'une et avec l'autre personne, en fait. Donc, voilà. Donc, ce mélange un peu des pratiques, finalement, il est un peu toujours présent, à divers degrés, quoi. Je peux poser Bon, une on est, question? on est bavard dans nos réponses. Ouais. D'autres questions, ouais? Ouais. Oui. Alors du coup, moi, je connais pas bien, je découvre. Et Ah, donc, je mais, voulais... pardon. Comment? On vous voit pas? Je sais pas si. Ah oui, bon, je peux mettre la vidéo. Ouais. Euh, C'est pas. Voilà, bah super. C'est mieux, merci. euh, Pardon, je vous ai coupé en plein vol. Oui, non, mais je vais retrouver mon fil. Parce que donc là, j'entends donc il y a de la médiation, enfin un coaching individuel et soutien au dialogue. Et je me demandais, est-ce que vous avez aussi une approche systémique enfin, dans la recherche de solutions? Est-ce que enfin, le système est pris en compte? Ou est-ce que vous n'avez pas cette approche-là? Alors, on pourrait parler longtemps là-dessus, mais en fait, on n'est pas. J'ai envie de répondre en disant qu'on n'est pas dans la recherche de solutions et que, en fait, on n'orchestre rien. Donc, alors, c'est un sujet dont vous pourriez parler pendant longtemps avec notre collègue Damien Durcel, qui aime bien mélanger la pratique de la médiation transformative avec la thérapie familiale systémique, hein. Euh, mais en fait, en particulier dans cette situation de coaching individuel, comme le disait Yacoub tout à l'heure, on ne précède jamais le client, on ne fait que le suivre. Donc on va là où il va. Et donc on ne va pas, on va s'interdire d'utiliser. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais dans la pratique pure transformative, on va s'interdire d'aller le chercher sur certaines choses, d'aller explorer ceci ou cela, d'aller faire. Alors je dis on va s'interdire, peut-être que Damien le ferait. Voilà, une intervention paradoxale, ce genre de choses. On va pas faire tout ça. Ok, donc il n'y a pas d'étape prévue en tout cas pour enfin, d'analyse du système et des enjeux de pouvoir dans les relations. Ok. Non, et il n'y a pas d'étape du tout de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est-à-dire que il n'y a pas de plan de marche, hein. Mm. En Ok. médiation transformative comme en coaching transformatif, l'échange qui a lieu, il engendre sa propre structure, il n'est pas prévu à l'avance, il n'a pas d'ordre du jour. Mm. Et donc le praticien n'a aucune intention de mise en œuvre d'un processus avec des phases ou des étapes. Ok. Je veux juste peut-être ajouter que même dans le coaching, dans la médiation transformative, l'effet de retrouver le sentiment de l'autodétermination, de se sentir un peu autonome, de se sentir, voilà, de se sentir un peu connecté envers ses valeurs, envers soi-même, permet d'avoir un effet un peu secondaire. Donc, ça veut dire je suis plus ouvert à réfléchir sur l'autrui, je suis plus prêt à prendre les décisions dans le contexte un peu élargi. Donc, ça veut dire où je peux voir un peu le contexte plus large, pas seulement ce qui s'arrive pour moi, mais aussi à des autres, si je retrouve un peu la force intérieure. Donc, il y a un peu les effets sur le système, mais on travaille sur l'autodétermination. En fait, c'est la voie. Si on soutient l'autodétermination, ça peut apporter des effets secondaires. Mais c'est Ok. pas l'objectif. En fait, l'objectif, c'est pas soutenir les effets secondaires. Parce que dans le système, je sais pas comment c'est. Je travaille avec les systèmes parce que je travaille avec les familles. Donc, je vois que dans le système, il y a beaucoup, justement, l'accent sur comment les parents devraient être, ce qui est bien, beaucoup de ce qu'ils doivent faire. Mais ils sont pas prêts pour ça, les clients. Du coup, ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils ont vécu, plein de choses qui se sont cumulées. Ils ont plein d'avis de la part des avocats, de la famille, des amis qui conseillent.
Mais ils n'arrivent pas en fait à voir clair dans les choses. Donc, s'ils veulent vraiment avancer, s'il y a la motivation et la capacité voilà, de se poser un peu la question, voilà, de ne pas chercher ailleurs. Donc, ça veut dire ne pas demander les conseils et ne jeter la responsabilité sur l'autrui. S'il y a vraiment ça, qu'on arrive en fait prendre la responsabilité pour notre action, les gens, petit à petit, ils vont retrouver la force et ils vont trouver ce qui est important pour eux. Et ça va donner l'effet aussi pour le système, qui Mm. peuvent mieux voir. Voilà, ils retrouvent la stabilité, par exemple, l'équilibre un petit peu dans la vie et tout. Ah bah, ils peuvent être plus ouverts, par exemple, par rapport aux enfants ou par rapport à l'autrui. Donc, c'est juste ça un peu l'effet. Ok, est-ce que vous avez d'autres sujets dont vous aimeriez parler? Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour Almudena, ça faisait Bonjour. longtemps. Et juste, oui, je sais peut-être, j'ai l'impression que vous avez dit peut-être au début, mais que j'ai pas bien écouté ou ça n'a pas été dit, je sais pas. Est-ce que vous êtes coach d'un côté, quand Jacob, quand tu expliquais, enfin quand vous expliquiez, il y avait tout un processus et donc et médiateur et coach et vous avez mélangé les deux ou bien c'est pas forcément un curseur des coach parce que pour le coup tout ce qui fait un coach qui dirige il accompagne quand même, mais c'est quand même assez différent. Ou est-ce que c'est vraiment une nouvelle approche qui découle uniquement de la médiation transformative en individuel? Hmm. En fait, j'ai fait la formation de coaching orienté solution, donc Vitmore, et voilà, donc l'approche accréditée par ICF. Et j'ai fait aussi la formation en médiation facilitative et après médiation transformative. Mais j'ai eu beaucoup d'occasions de pratiquer dans l'approche transformative. Du coup, je me suis orienté vers l'approche transformative parce que je trouvais que je me sens plus à l'aise. Voilà. Et j'ai cherché, j'ai trouvé des éléments qui étaient quand même similaires dans l'approche orientée solution dans la façon très pure de Whitmore avec l'approche transformative, mais il y avait des éléments qui n'étaient pas tout à fait. Donc, comme on a ouvert on a réfléchi comment justement intégrer le soutien pour les individus, parce que je ne sais pas comment c'est en France, mais pour chercher un psychologue, il faut attendre 4 3 mois. Donc, si les gens ils ont besoin d'avoir clair, voilà. Donc, attendre 3 mois, 4 mois quand ils ont des enfants, c'est pas possible. Du coup, au moins, on travaille un tout petit peu avec des clients. Donc, quand ils vont chez le psychologue, ils ont soit l'objectif précis ou un sujet, trauma, blabla. Donc, on essaie et il y a des choses dans lesquelles ils ont juste besoin de s'orienter un peu mieux. Donc, là, ils travaillent, ils peuvent quand même passer à l'action, faire quelque chose. Donc, moi, je cherchais justement qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est différent, etc. Et j'ai intégré le TCC Lab, le groupe. Pendant 2 ans, on a examiné nos pratiques, on a cherché, on a partagé les expériences. Et finalement, on a établi quelque chose qu'on appelle le coaching transformatif. Donc, voilà, c'est un petit peu comment ça se déroulait. Donc, je connais le coaching, le contexte, mais ce que j'ai compris que peut-être le mot transformatif, le travail transformatif peut atteindre les objectifs de coaching classique, mais peut-être on peut réfléchir un peu différemment, on peut mettre en valeur peut-être des principes un peu différents et on peut aussi utiliser des éléments ou des outils, des interventions différentes. En fait, j'ai vu que l'objectif est atteint en utilisant par exemple des reflets à la place des questions. Hmm. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que effectivement, parmi les personnes qui pratiquent l'accompagnement individuel transformatif, j'enlève le mot coaching du coup, parce qu'il peut être confusant. On constate qu'il y a toutes sortes de profils. Il y a des personnes comme Yacoub qui avaient au préalable ou qui ont eu en parallèle une formation de coach plus généraliste, on va dire, donc d'accompagnement d'individus dans un processus réflexif, plus ou moins orienté solution, etc. Et d'autres qui n'ont pas du tout ce bagage ou cette expérience-là.
Je ne saurais pas dire pour lesquels c'est le plus difficile ou c'est le plus facile. C'est-à-dire que ça dépend des personnes. C'est-à-dire que mon point de vue, moi, pour ma part, moi, j'ai pratiqué l'accompagnement individuel de dirigeants et de managers avant même de faire de la médiation et de m'intéresser spécifiquement au conflit. Et le fait de découvrir l'approche transformative en médiation, puis de le transférer en accompagnement individuel, a modifié ma façon d'accompagner les gens en général, y compris quand c'est pas sur le conflit. Hein. A rendu ma C'est posture sûr. plus basse. Euh, J'essaye de retrouver mon idée. Ouais, j'ai tendance à penser que même si tous les coachs du monde qui ont été formés dans différentes écoles mettent en avant la valeur de l'autonomie, de l'autodétermination, etc., euh, on développe quand même des réflexes d'efficacité, de valeur ajoutée, d'utilité qui nous amènent Mm. à être un peu directifs. Notamment à poser des questions puissantes à tout bout de champ, parce voilà, c'est puissant de poser des questions puissantes. Enfin, je caricature un peu. Euh, et donc, ça peut être difficile quand on a pratiqué certaines façons de faire du coaching généraliste, de se mettre à faire du coaching de conflit transformatif qui se veut très peu directif. Ça peut être peut-être plus difficile que pour quelqu'un qui part de zéro. Et surtout, le message par lequel je voulais finir, c'est que moi, je suis absolument convaincu, et c'est vraiment l'orientation qu'on prend quand on offre nos formations là, c'est que un médiateur transformatif qui a digéré l'approche, qui est justement clair sur ses croyances, sur les principes fondamentaux, et du coup sur la promesse, les intentions, la promesse, la posture et les pratiques qui en découlent, peut tout à fait transposer sa pratique dans le contexte particulier de l'accompagnement individuel, sans pour autant aller sur les plates-bandes des coachs ou des gens qui se prétendent coachs, etc., et sans avoir à passer par une formation je ne sais pas combien de centaines d'heures de coaching, en fait. Hein. Je vais entre Voilà. les lignes, en fait. C'est plutôt une extension de la pratique du médiateur au contexte particulier de l'accompagnement individuel. Mm. Et on en discutait l'autre jour avec une équipe de médiateurs transformatifs qui sont pas à l'aise avec le mot coaching. Et moi, je leur ai dit, bah, vous trouvez un autre mot, vous virez le mot Ne coaching. voulais pas ça, mon Dieu. Vous parlez juste d'accompagnement individuel sur les sujets de conflit, quoi. Mm. Peut-être que je vais juste dire que, en fait, pour le coaching, oui, j'ai fait la formation, mais j'ai fait quand même, concernant la médiation, j'ai travaillé presque à plein temps depuis 5 ans. Donc, je me suis retrouvé avec plus de centaines de médiations par an. Donc, j'avais 120, 130 médiations. Donc, au fur et à mesure, je me suis senti quand même ancré dans l'approche transformative. Et j'ai commencé à voir les petits détails dans le coaching que j'ai fait, qui était orienté solution. Et je me suis beaucoup posé la question. Et ça me commençait à déranger. Vous voyez, j'étais tellement voilà, influencé par l'approche transformative que ça commençait à me déranger. Que là, je trouve que c'est quand même directif. Voilà, donc ça m'a quand même un petit peu poussé vers la recherche si je peux. Si je peux pas le faire autrement, en fait, si je peux appliquer certains éléments, voilà, la façon comment je réfléchis quand je fais la médiation aussi dans le travail individuel, et c'est comme ça a été créé. Mais donc, c'est un peu ça aussi que j'avais beaucoup de pratiques qui m'a permis d'aller plus dans la profondeur, dans les détails. Ouais. Ouais. Et Oui, pour en moi, fait, je pense que une différence quand- fondamentale de pardon. pratique, c'est qu'on pose beaucoup moins de questions, en fait. Moi, je me Mm. suis mis à poser beaucoup moins de questions. Mais vas-y, tu voulais dire quelque chose, Moudena. Non, mais que je me projetais dans ce que Jacob disait parce que même, comme tu disais, Olivier, dans d'autres domaines, je me suis vu faire des formations ou faire des interventions et je me disais, ah tiens, ça c'est transformé, ça de la, ou la manière même un grand groupe, même comme ça, il y a une manière d'aborder, c'est quelque chose comme si on intégrait la manière de donner les pouvoirs aux gens et de les rendre responsables que dans d'autres situations professionnelles, ben, je me voyais agir différemment. Voilà, Mm. Mhm. Mm. sans que ça soit de la médiation ou autre, à un moment donné, ça rentre là de dire, bah, c'est lui qui décide ou pas. Enfin, voilà. Ah, c'est Mm. ça. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que cette sensibilité au principe transformatif vient féconder aussi notre manière de faire dans plein de situations très C'est diverses. ça.
qui peuvent ne pas avoir grand-chose à voir avec le conflit. Bon, sachant que le conflit est toujours là, tapis dans l'ombre, et que la déstabilisation et la fermeture peuvent surgir à tout moment où les gens interagissent. Donc, Mm. c'est Ça rend justement parce humble que... aussi, je Hmm. trouve. Pardon? Ça rend humble en tant Ouais. qu'intervenant. Ouais, Parce que comme tu dis, c'est chouette de poser la question de l'amour qui tue et le truc qui a fait tout changer. Et puis de dire que c'est peut-être pas nous qui, enfin voilà, il y a aussi quelque chose de posture et de, oui, d'humilité. Enfin voilà. ouais, Mm. tout à fait. Bon, je vois qu'il est 19h30. Est-ce que quelqu'un a encore une autre question ou bien on va fermer ou... On n'est plus que En tout 7, cas, hein, donc, j'adore c'est ce que j'ai entendu là. J'avais déjà entendu parler un petit peu là. Je sais pas, une fois tu avais parlé de ça et ça m'est resté. J'avais noté dans un coin. Ah oui, un individuel comme ça. Et là, ça va faire des petits ça. c'est un peu, je trouve, un sujet que en tant que médiateur, en fait, on laisse un peu de côté alors qu'on y est tous confrontés. Dans nos formations, finalement, la situation particulière de l'interaction en face à face avec les personnes, elle est finalement assez peu traitée dans toutes les formations de médiateurs, transformatifs ou pas. Alors qu'en fait, d'une part, on a des interactions face à face avec les personnes de manière inévitable dans les processus de médiation, et d'autre part, le potentiel de soutien au public sous la forme de l'accompagnement individuel, il est énorme en fait. La demande, elle est forte. Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui voudraient faire un travail de résolution des conflits, mais qui sont impuissantes au fait qu'il y a qu'elles qui veulent. Et donc, le Ouais. soutien à l'individuel, ça peut être très, oui, très chouette dans beaucoup des cas, je trouve. Mm. Avec en plus un élément favorisant qui est que justement dans ces cas-là, les personnes sont vraiment, elles sont frustrées de ne pas pouvoir faire la médiation avec l'autre. Elles ont à cœur de vouloir faire quelque chose et donc elles ont déjà produit énormément d'empowerment en fait, même si elles sont très confuses au fond du trou, etc. Mais il y a une envie d'avancer, de surmonter, de sortir de cette spirale qui est fondamentale pour l'engagement dans le processus de coaching en fait. Mm. Mm. Super. Oh, on s'arrête là. Je ne sais pas si Olivier et Arantxa sont encore là. Je vois qu'il y a des vignettes qui sont sans, et Victoria qui sont sans vidéo, mais si, si vous êtes là, bah super. Et on vous salue beaucoup. Et puis voilà, bah écoutez, on va prendre cet enregistrement et puis on va le publier sur le site pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui sont partis avant la fin. Merci en tout cas pour votre écoute, votre attention, vos questions. Et puis bah, au plaisir de vous recroiser ici ou là, dans un entraînement de médiation. Sophie, on va se voir bientôt, je crois, etc. Donc voilà, au plaisir de vous recroiser. Merci beaucoup, Yacoub, de t'être joint à moi Ouais, pour ce petit topo. Ouais, merci. merci à Ouais, tous. super, Merci merci. beaucoup. Mm. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne Au soirée, Bonne au revoir. revoir. soirée et merci. Merci, au revoir.